Vous comme moi, nous avons tous suivi les discours faits par les magistrats en rapport avec la bonne cohabitation des institutions. Comme vous le savez, la RDC, c'est un État qui consacre la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire il y a les pouvoirs exécutifs, il y a les pouvoirs judiciaires qui doivent marcher chacun selon son autonomie. Donc chacun a ses prérogatives, chacun a ses droits et chacun a ses missions. Alors, parce que la RDC c'est un État, tout le monde doit vivre ensemble. C'est-à-dire chaque pouvoir doit savoir marcher dans ses missions sans entraver les missions de notre pouvoir. Alors, il s'est fait que dernièrement, vous comme moi, nous sommes en train d'assister à une sorte de bras de fer entre les magistrats d'un côté, ceux qui sont du pouvoir judiciaire, et de notre côté, le ministre de Justice. Mais ce qui fait mal est que le ministre de Justice et les magistrats, ce sont des gens qui doivent œuvrer pour la bonne administration de la justice. Alors, nous avons essayé un peu de creuser l'abcès. En tant qu'avocats, nous nous sommes dit c'est un conflit qui date de longtemps. Nous avons été à la faculté de droit, il y a des écoles qui se sont divisées, il y a des gens qui pensaient qu'un avocat, c'est un subalterne à un magistrat. Il y a ceux qui pensaient qu'un magistrat était supérieur à un avocat. Du coup, c'est un conflit qui est né et ça s'est amplifié. Vous êtes sans ignorer que le nouveau ministre de Justice, c'est un avocat de profession. Alors, c'est faire accepter par certains magistrats qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, c'est un peu difficile. Du coup, ça fait ces bras de fer. Mais en gros, que ce soit la démarche du ministre de Justice, c'est une démarche tout à fait nationale, patriotique, et elle fait en sorte que la justice soit bien administrée. Aujourd'hui, quand vous suivez le ministre de son côté, il dit si les prisons sont remplies, c'est par la faute des magistrats. Et les magistrats qui ne veulent pas admettre cet aspect des choses. Ils disent pour eux, les ministres par exemple, ils ne peuvent pas tenir une tribune dans laquelle il prend les préoccupations des justiciables, il prend les préoccupations des gens qui ont des dossiers judiciaires, mais pour en faire quoi? Parce que lui n'est pas juge, il n'est pas magistrat. Vous voyez, donc les deux aspects nous donnent une certaine cacophonie à telle enseigne que si on n'est pas souple, on va verser dans une entrave, on va verser dans ce que la population n'attend pas. Alors, qu'est-ce qui serait mieux à faire à ce stade? Vous avez vu dernièrement, il y a le président de la Cour constitutionnelle et qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui est allé voir Madame le Premier ministre pour cette histoire. Parce que ça commençait à déranger. Et ça commençait à déranger, les magistrats se sont trouvés dans une insécurité notoire. Mais quand vous suivez le ministre de Justice, ce qu'il fait, ce n'est pas faux. Il a dit, ce n'est pas tous les magistrats. Il y a un réseau, lui, il a qualifié ça des réseaux mafieux. Des gens qui sont là pour entraver la bonne administration des justices. Je vais me résumer. Vous avez un petit conflit avec une femme d'un magistrat, on vous met en prison. Vous avez insulté une concubine, une amie, une petite amie de quelqu'un haut placé, on vous met en prison. Vous avez un conflit, un petit conflit bénin avec votre voisin parce qu'il a des relations avec un magistrat, on vous met en prison. Mais c'est grave. C'est pourquoi vous voyez le ministre de Justice, en tant qu'avocat, il est en train de vouloir décourager cet aspect des choses. Mais malheureusement, ceux qui s'en plaignent, ce sont des gens qui se retrouvent dans ces circuits mafieux-là. Ces réseaux mafieux, ce sont ces gens qui sont touchés et ce sont des gens qui sont visés par les réactions du ministre de Justice. Donc en gros, le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice. On ne peut pas avoir un ministre de la Justice qui est dans son bureau. Normalement, un ministre de la Justice doit être sur terrain, il doit poser les actes qui disent que voilà, la justice élève une nation. Et les magistrats et le ministre de Justice sont tous les gens qui doivent militer pour une bonne administration de la justice. Donc en conclusion, ces bras de fer
n'a pas sa raison d'être. Les magistrats doivent rester dans leurs prérogatives légales, donc ce que la loi leur a donné comme prérogative, et le ministre de Justice doit faire aussi ce que lui est révolu par la loi. Heureusement, la loi a déjà tranché sur cette affaire. J'ai personnellement été dans la délégation qui accompagnait les ministres ici à Lubumbashi, à la prison de Kasapa. Je vis les gens qui ont été concernés par cette mesure. Donc, la loi prévoit ce qu'on appelle une libération conditionnelle. Il y a des critères qui font en ce que quelqu'un qui a été en prison, condamné, puisse bénéficier de la libération conditionnelle. Entre autres, avoir purgé les 3/4 de sa peine. Et quand on regarde que votre conduite en prison a été bonne, on prend les informations auprès de l'administration pénitentiaire. Alors vous êtes éligible à la libération conditionnelle. Mais ce qui fait un peu mal, c'est que parmi les gens qui ont obtenu cette libération, il y a ceux qui étaient encore prévenus. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas encore condamnés par des cours et tribunaux. C'est-à-dire, même s'ils ont été condamnés, leur condamnation n'a pas été définitive. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont encore en cours de procès, les gens qui n'ont pas encore vidé leur dossier devant la justice. Nous avons vu que certains ont bénéficié aussi de cette liberté. Alors, ça frise, ça fait mal. Les fautifs, ce n'est pas les ministres, parce que les ministres lui donnent des go. Le reste de la liste, ça vient avec l'administration pénitentiaire. Le ministre ne vit pas en prison. Il est ministre, il est dans son bureau, il reçoit une liste. On lui dit, voilà, ces gens sont éligibles à la libération conditionnelle, ils sont éligibles à une certaine main levée de la détention, ils sont éligibles à la libération provisoire. Lui, il ne vient qu'exécuter. Alors, s'il se fait qu'il y a des petits poissons qui passent par les filets, là, il faut voir peut-être avec l'administration pénitentiaire qui est soit complice, soit passive. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons vu aussi des gens, des récidivistes. À Kinshasa, bien sûr, nous avons vu des gens maintes fois arrêtés pour des faits graves qui ont été relaxés, à peine relaxés. Ils ont repris leur sale besogne. Alors c'est là que nous avons voulu, nous avons proposé à ce que les gens ne soient pas relaxés ou libérés pour qu'ils rentrent sans avoir réussi. C'est pourquoi ils ont été en prison. Parce que la prison, vous savez, elle n'a pas seulement les rôles de vous priver la liberté, mais elle a aussi un rôle de resocialiser quelqu'un. Donc lorsque quelqu'un a été arrêté, il est arrivé en prison, il doit savoir, il doit s'amender. Il a été là-bas pour tel fait. Alors après, la personne doit être utile à la société. Nous avions proposé que ces gens, parce qu'ils sont forts, ce sont des brigands, ce sont des gens qui pouvaient aider au service national par exemple. C'était des gens qu'on devait transférer à Kanyamaka CC pour aller travailler pour l'intérêt de la population. Alors c'était des recommandations que nous avons formulées au ministre. Au lieu de relaxer les gens et les remettre dans l'ancienne vie où ils ne font rien, on doit bénéficier de l'apport de ces gens. L'homme aussi peut faire le cancer du sein, bien que la proportion ou la fréquence est vraiment très minime. Mais l'homme peut faire sur les cancers de sein. Le cancer de sein chez l'homme se manifeste sous forme de la gynécomastie. C'est le développement excessif de sein chez l'homme. Alors, quand il y a développement excessif de sein, c'est normal et c'est passager. Mais quand il y a d'autres signes qui commencent à accompagner ce développement anormal de sein, là déjà l'homme doit se faire consulter. C'est vrai que la science la proportion est tellement minime chez l'homme que chez la femme. Voilà pourquoi l'homme semble être épargné de ça, mais réellement, les cancers atteignent aussi l'homme, les cancers des seins. Il y a beaucoup de signes que nous pouvons voir quand il y a cancer des seins chez l'homme. Quand je parlais d'abord de la gynécomastie, qui est un développement excessif du sein. Et quand il y a la rétraction du mamelon, donc le mamelon se retourne. Et quand il y a aussi des douleurs qui l'accompagnent, et quand il y a des écoulements, ça peut être écoulement du sang au niveau du sein de l'homme,
Ce sont des signes qu'il faut déjà que l'homme puisse aller se faire consulter. Et ce sont des signes d'appel. C'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé des cancers, cancer du sein chez la femme, mais l'homme aussi peut être touché de ces cancers-là. C'est réel et exact que ça existe chez l'homme. Oui, chez l'homme, quand il y a déjà la gynécomastie, l'homme est déjà inquiet. Il s'inquiète déjà par rapport à ça. Et la gynécomastie, c'est le développement excessif des seins qui est dû à un taux élevé d'oestrogène ou d'androgène chez l'homme. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau du sein de l'homme, l'homme doit se faire consulter. Et le traitement est d'abord médical quand il y a gynécomastie. Quand il n'y a pas de signes les signes d'alarme ou il n'y a pas de signes de complications, on peut traiter et ça peut partir directement. Mais quand il y a persistance des signes avec d'autres signes d'accompagnement qui peuvent penser à un cancer, là on doit intervenir aussi chez l'homme. C'est d'abord de se faire palper aussi et de voir aussi la morphologie du jour au jour. Quand nous lavons, nous devons regarder nos seins. Et quand il y a une complication ou il y a un signe qui n'était pas avant, peut-être vous voyez que le sein commence à prendre du volume, ça commence à être très douloureux, alors vous devez vraiment vous faire consulter et c'est passager, ça va aller avant que le signe ne puisse encore s'aggraver et amener un cancer.